Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Stéphane Soumier avec Bismart, 19h30, 20h. Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. Tiens, on va démarrer avec de l'énergie, avec énormément d'énergie. Et pour cause, c'est un EPR, pas celui d'EDF, c'est Entrepreneur pour la République. Vous allez voir et accrochez-vous. Léonidas Kalogiropoulos, PDG fondateur de Médiation et Arguments. EPR, Entrepreneur pour la République, dis-moi ce que c'est. Alors, c'est une plateforme, ça en revanche, je vais le faire à fond, parce que c'est la poursuite concrète de l'entrepreneurialisme. L'entrepreneurialisme, c'est une doctrine très simple. C'est l'idée que la principale richesse de la nation, c'est l'esprit d'entreprendre de ses citoyens, et que c'est la meilleure manière de répondre à tous les besoins d'intérêt général, de mobiliser les entrepreneurs, d'avoir, j'allais dire, une armée d'entrepreneurs mobilisés derrière chaque problème d'intérêt général. Et donc on en a beaucoup. L'entrepreneurialisme, c'est une doctrine que j'avais fait naître à la demande d'un rapport que Pierre Gattaz m'avait demandé quand il était président du MEDEF. Et on avait plein de chantiers. J'avais notamment organisé dans la suite de l'entrepreneurialisme un colloque sur la reconstruction des banlieues. Revenons. Oui, ça c'est un truc dont il faut qu'on parle ensemble. Et je me souviens sur les pas de porte. Mais revenons sur EPR. Non, juste parce que oui, mais le temps tourne vite, Léonidas. Donc les colloques, ça suffit pas. Il faut qu'il y ait des choses dans la durée. Donc on a créé Entrepreneurs pour la République. C'est une plateforme, c'est un réseau social. Tout le monde peut poser des problèmes d'intérêt général. Il y a déjà à peu près l'équivalent d'un gouvernement avec des sujets d'intérêt général. Et il y a les réponses et les solutions concrètes, produits, solutions, services d'entrepreneurs pour y répondre. La priorité, c'était bien sûr le Covid. En moins de 15 jours, on a déjà une cinquantaine de solutions très concrètes. Alors c'est là où c'est intéressant. C'est là où c'est intéressant. Alors d'abord, EPR, c'est-à-dire que tu veux faire un réacteur. Écoute, c'est un réacteur. Tu veux qu'il y ait de l'énergie qui sorte de tout ça quand même. T'as pas choisi EPR par hasard. Écoute, il y a une énergie colossale qui en sort. Et déjà, en moins de 15 jours, je suis absolument fasciné. 80% des contributions viennent d'entreprises qui ne sont pas franciliennes. Ça vient de territoires entiers. Absolument. Et alors, je regardais ça, et je vais le dire à ceux qui m'écrivent. J'avais l'impression de voir ma boîte mail. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas des solutions en fait. C'est des propositions. Ok. Certaines sont incroyables. Mais tout ça, il faut que ce soit validé, audité, industrialisé, vendu, comme tu dis. Il y a un côté concours Lépine. Tu vois ce que je veux dire, tu sais Léonidas? Lépine était un préfet de la Troisième République. Mais bien sûr, je sais que Lépine est au cœur de la République, de la fondation républicaine, dire la citoyenneté, Stéphane Soumier, la citoyenneté, c'est pas seulement mettre un bulletin de vote dans une urne. La citoyenneté, c'est aussi être un entrepreneur qui va au bout de ses projets. Or, les entrepreneurs qui ont effectivement posté des solutions contre le Covid, ils sont pas là à attendre tous les jours les déclarations du gouvernement pour savoir comment on en sort. Ils ont pris sujet après sujet, ils ont inventé des peintures virucides, ils ont inventé des revêtements que l'on met sur les poignets. Alors justement, j'ai vu ta peinture, ta peinture virucide, j'ai vu ça. Donc là, tu peins ça. Il se trouve que un entrepreneur que je suis depuis pratiquement 15 ans a un procédé de peinture incroyable, révolutionnaire, pas pour les virus, mais pour accélérer les chantiers, peu importe. Je suis son combat. Toi-même d'ailleurs, à travers ton boulot, je me souviens ce qu'on avait fait avec, comment s'appelait cette boîte sur les isolants, Actis. Mais derrière, il faut que tu rentres quand même dans une complexité de normes, encore une fois, d'audit de l'ensemble de tes solutions pour voir si elles fonctionnent. Tu comprends? L'entrepreneur, il est toujours sûr que sa solution, elle est révolutionnaire et qu'elle fonctionne. Plusieurs choses, Stéphane. Vas-y. Plusieurs choses. D'abord, Actis, c'est fait. Donc, juste te dire que... Au bout de 15 ans. 10 ans. 10 ans. D'accord, 10 ans. Mais cela dit, 350 salariés à Limoux et le marché mondial qui s'ouvre à lui. Yes. Donc voilà, l'entrepreneur, ça tient. Ensuite, concernant toutes les autres solutions qui sont là, qu'est-ce qu'ils demandent tous ces gens-là? Et pourquoi ils m'appellent au-delà de la plateforme? Ils m'appellent parce qu'ils essayent désespérément d'avoir un interlocuteur dans l'appareil d'État qui audite et valide l'efficacité de leurs produits. Et tu sais ce qu'on me répond, parce que c'est quand même fondamental. Je ne donnerai pas les noms, mais on me répond... Non, mais on du va côté pas de l'État. Oui, du côté de l'État. On ne va pas les valider quand bien même il y a 50 solutions, parce qu'il faudrait un appel d'offres pour être certain de les avoir toutes. Première chose,
est-ce qu'on a lancé un appel d'offres pour mobiliser les taxis de la Marne? C'est quand même intéressant. On est en guerre, soi-disant, et il y a des solutions, ils sont là, tout le monde les regarde en disant, oui, elles sont probablement intéressantes, mais avant de les tester, il faudra avoir un appel d'offres, et il faut attendre la deuxième réponse qui m'a été donnée, parce qu'elles vaut son pesant d'or. De toute manière, on ne les auditera pas et on les validera pas, parce que si on devait les tamponner et les expertiser et dire que c'est efficace, si jamais il y a un malade derrière, eh bien on emportera la responsabilité, et la responsabilité de l'État pourrait être engagée. Donc il faut juste entendre quelque chose qui nous concerne tous. Nous sommes tous des entrepreneurs, nous sommes des citoyens. On a l'amour de notre pays chevillé au corps et nous sommes capables de le défendre. Si certaines de ces solutions, ne serait-ce que la moitié de cinquantaine de solutions qu'il y a sur la plateforme, fonctionnent, on est capable de réouvrir la totalité de l'économie française avant l'été. Ça nous concerne tous. Eh bien, on est en train de chercher aujourd'hui même, et probablement on l'a trouvé avant la fin de la journée, les laboratoires qui sont capables de les tester, de les valider et de faire en sorte qu'on les mette en œuvre. Léonidas, c'est formidable. Ok, une fois que j'ai dit... Non, une fois... Ils sont formidables. Je ne voudrais pas qu'on puisse laisser penser qu'un inventeur génial, que 1000 inventeurs géniaux ont la solution à beaucoup de nos problèmes, parce que c'est pas vrai. Si, voilà. c'est vrai. Non, Léonidas, bon Dieu, non. Parce que derrière, tu as des sujets d'industrialisation, derrière, tu as des sujets de coûts, derrière, tu as des sujets de fabrication, derrière, tu as d'infinis sujets pour qu'une invention devienne une solution. Je vais répondre. D'abord, mais encore une fois, tout ça est formidable, bien sûr. Sur la question du Covid, tout ce que l'on a là et tous ceux qui sont en train d'arriver, c'est une filière industrielle. Nous avons la première pandémie du XXIe siècle. On est tous conscients que d'abord, on ne va pas s'en débarrasser en quelques semaines. Et la deuxième chose qui est fondamentale, c'est que c'est la première probablement d'une longue série. On ne va pas constamment confiner le pays pour faire face à ces situations. Donc on doit être capable de vivre normalement en pandémie. Donc on a des solutions industrielles. Si on est capable de mettre un peu d'argent pour créer la filière industrielle, bien entendu d'abord c'est infiniment moins d'argent qu'une journée de confinement du pays. Y a pas de souci là-dessus. Et donc l'investissement sera rentable. Et non seulement il sera rentable pour notre pays, mais on sera capable d'exporter notre savoir-faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre? Il faut entendre que l'État est probablement a un rôle à jouer, mais que l'État inutile bloque l'État nécessaire, que les administrations inutiles pénalisent les administrations nécessaires, mais dans le mot, dans tout ce qu'on dit là, il n'y a qu'une partie de l'État et une partie de l'administration sont nécessaires. À un moment donné, c'est très important que l'on puisse garantir l'efficacité d'une solution et probablement y donner un coup de pouce en termes d'investissement. C'est une manière d'avoir les rênes, ce que tu nous décris là, mais il nous reste une grosse minute. Hein. On va dire l'essentiel en moins d'une minute. La citoyenneté, Stéphane Soumier, c'est l'esprit d'entreprise. C'est de dire quoi? Qu'est-ce que c'est un entrepreneur? On le sait ici mieux que nulle part ailleurs. C'est quelqu'un qui dit j'ai un problème devant moi, je vais le prendre en main. Je vais en faire mon sujet matin, midi, soir. C'est la meilleure promesse d'arriver à des solutions et c'est l'élément probablement le plus fondamental qu'il y a dans la société du mérite plutôt que la société des privilèges, c'est-à-dire ce qu'il y a à la naissance de la nation française. C'est notre identité nationale, c'est la plus grande richesse du pays. Tu sais comme moi qu'il y a 850 000 jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat tous les ans, jeunes ou pas jeunes, et toi et moi nous en sommes les témoins, et qui se lancent dans l'entrepreneuriat tous les ans. C'est la meilleure promesse de la richesse de notre pays, c'est la grandeur de la France, et je veux que l'on cesse de penser que la France c'est uniquement son État. La France c'est ses citoyens, c'est la richesse de son esprit d'entreprise, et le pays est extraordinaire, Stéphane. Et ça, c'est ce qui fait que nous nous battons pour notre pays et que Entrepreneurs pour la République, ça ne va pas marcher sur les plates-bandes de l'État. L'État, c'est l'État. Mais nous, il faut qu'on pousse la citoyenneté, le territoire de la citoyenneté jusqu'à ses confins et ses frontières. C'est ce que nous allons faire sur tous les sujets. Léonidas Kalogiropoulos, donc avec nous sur Sud Radio. La banque, la modernisation de la banque, c'est à venir dans un instant sur Sud Radio. Allez, on repart donc avec Yves Honnet qui est avec nous. Bonjour Yves. Bonjour. Merci beaucoup de venir dans ce studio. En fait, on va ensemble, on va clôturer, parce qu'à un moment, il va falloir parler d'autre chose quand même si ça me passionne. Moins que vous, mais ça me passionne. On va clôturer une petite séquence bancaire, modernisation des banques. Il se trouve que Claire Calmejane, la directrice de l'innovation de la Société Générale, est venue, je crois que c'était la semaine dernière, suivie du jeune fondateur de Quanto,
Pro, Alexandre Pro, voilà, qui. Dont je suis client. Donc vous êtes. Ah oui, c'est vrai. Oui. Ah non, la petite boîte d'Yves et Honnet. J'ai plusieurs. Mais nous, on a que 12 minutes, je vais droit au but. Et en fait, le cœur de la question, c'est toujours la même. Alors, Claire Calmejane, elle est très sympa et tout. En fait, j'avais démarré ça, mais pourquoi même les fintech existent-elles, en fait? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'une banque, avec ses capacités d'investissement qui sont quand même considérables, et peut-être les banques françaises aujourd'hui fragilisées, tout ce qu'on veut, banques européennes, mais enfin, regardons la puissance des banques américaines. Pourquoi est-ce qu'une banque laisse comme ça des pans entiers, finalement, qui sont des pans de territoire où peuvent gambader et se développer les fintech? Voilà. C'était ça ma question. Vous voulez que j'y réponde ou vous avez laissé Claire y répondre? Eh ben non, Claire, elle a refusé le terme damer le pion. Alors, en fait, elle dit un peu comme vous, titre d'un bouquin. Alors, vous avez écrit il y a combien de temps Oh, il y a un an. Yves, voilà. Un peu plus, 1 an et demi. Un peu comme vous. Non, ça y est, les banques contre-attaquent et on va leur faire la peau. Bon, moi, je suis de parti pris. Donc, moi, je suis convaincu. Vous allez voir, je suis convaincu que les banques ne bougent pas pour des questions technologiques. Voilà. C'est tout. C'est-à-dire qu'elles sont en fait, j'allais dire engoncées, elles sont coincées dans un système informatique qui date d'il y a 50 ans, qui est un système fantastique, ça s'appelle un core banking system, qui est un système excessivement, puissant, fiable, qui répond aux fonctions de base de la banque, mais le monde a changé et le système n'a pas changé. Ce qui fait qu'elles sont coincées avec ça, avec des coûts faramineux d'informatique, et c'est ça que nous on adresse. On leur dit maintenant il faut changer de cycle. Il faut passer du cycle du vieux core banking au cycle du core banking de nouvelle génération. Et là, on va comprendre comment les banques vont réagir. Yves, je connais très peu la technologie, oui, mais bien sûr. Mais à chaque fois que je parle de technologie avec des gens comme toi, on va se tutoyer, ouais. En fait, à la fin, on dit... Oui, mais à la fin, c'est un problème humain. C'est-à-dire, si on est bloqué finalement par un problème technologique, informatique, digital, appelez-le comme vous voudrez, c'est qu'en fait, les organisations elles-mêmes sont incapables de se transformer pour transformer leurs solutions technologiques. Ah, après, la poule et l'œuf. C'est compliqué parce que, si vous voulez, l'organisation, elle est calquée sur des processus. Ces processus ont été informatisés. Et est-ce qu'il faut changer l'informatique pour changer les processus? C'est ce que je crois. D'autres pourraient dire, on va changer les processus, ça nous forcera à changer l'informatique. C'est plus compliqué parce que l'informatique, c'est excessivement lourd et c'est des choses qu'on touche très rarement parce que c'est évidemment risqué. Toi, tu fais un core banking system. Voilà. Alors, il faut que j'ai cherché une image. Dans une entreprise classique, c'est l'équivalent de l'ERP? Oui, c'est l'ensemble de toutes les fonctions dont une banque a besoin pour servir ses clients. Fonctions informatiques. Ça veut dire gestion des comptes, gestion des transferts, gestion des transactions, gestion de la régulation, gestion des audits. Tout ce qui tourne autour de l'activité bancaire est informatisé sur un core banking. Oui, mais ça, alors, c'est Frédéric Oudéa qui fait ta préface qui m'avait dit ça un jour. Une banque, en fait, ça n'est que des 0 et des 1. Oui. Donc c'est la banque, en fait, ton core banking. Absolument, c'est la banque. C'est l'essence de la banque. D'ailleurs, nous, quand on a un nouveau client, on dit on ouvre une banque. Parce que c'est une banque. On crée des banques. On a 38 banques dans une trentaine de pays qui sont des banques qui tournent avec notre core banking. Et alors, c'est là où moi j'arrive, parce que... Donc, c'est un truc énorme. Énorme. Je confirme. Je confirme, alors on va en reparler. Mais comment... Alors, première question. Les core banking d'aujourd'hui. Oui. Ils ont été en fait... Est-ce qu'il y a un SAP du core banking? Oui, bien sûr. Ils sont designés par les banques ou ils sont designés par des boîtes informatiques qui en ont fait leur spécialité? Alors, les core banking legacy, les anciens, ils viennent de la rencontre entre, on va dire, Citibank et IBM. Ils se sont rencontrés dans les années 70 et ils se sont dit, on va informatiser vos process. Avant, on était avec les papiers, les crayons, etc., les carbones. Okay, donc, ils ont construit des mécanismes de gestion des flux, de gestion des comptes, de gestion de la régulation. Et depuis cette époque-là, on n'a fait qu'améliorer ce système. Et le système est toujours le même. D'ailleurs, c'est pour ça que les couches basses dans les vieux systèmes sont intouchables, parce qu'elles sont très anciennes. Par contre, on a mis X couches d'amélioration. La monétique, les transferts internationaux, tout ce qu'on a conçu, y compris Internet, y compris les apps. Une app aujourd'hui d'une banque standard, elle tourne sur un très vieux système qui a été adapté. Et c'est là où c'est très fort. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à amortir jusqu'à l'os ces vieux systèmes. Enfin, c'est très fort, mais non, parce que c'est ça qui les plombe. Oui, d'accord, mais si vous voulez, c'est très... Oui, non, mais ça, c'est bien sûr, ça, c'est pour ça qu'on arrive. Ouais. Mais c'est très fort parce que, c'est très pertinent de faire durer un système tant qu'il peut. Nous, on est convaincus qu'il faut qu'il s'arrête. On est convaincus qu'il faut qu'il rentre dans l'ère du digital. Et l'ère du digital, c'est pas un canal de digital comme une app, mais c'est l'ensemble de la banque qui doit devenir digital. Et c'est ça notre métier.
Mais alors c'est là où, à chaque fois que j'ai des entrepreneurs comme toi, je suis saisi d'un petit peu de vertige. Bah oui. Mais c'est un tel enjeu ce qu'on est en train de décrire là. Oui. Non mais tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est entre les mains d'un entrepreneur comme ça qui... Mais je vais t'expliquer, c'est toujours comme ça. Toutes les disruptions, aucune disruption ne vient des gens installés. Toutes les disruptions viennent de nouveaux entrants. Donc nous sommes les nouveaux entrants du monde de la banque. Et évidemment, ils peuvent pas... Oui, mais là, Yves, c'est pas un téléphone portable, un core banking system. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que je crois qu'il n'y a rien de plus important. Non, mais... enfin, tu vois, c'est la stabilité de l'économie que tu as entre tes mains quand même. Oui, c'est pas anecdotique. Oui, mais c'est pour ça que quand on s'est lancé dans l'aventure, il y a une quinzaine d'années, c'était une vraie utopie. On était en train de se dire, on est fou. On se lance. Non, mais bien sûr. Et puis c'est là où on a eu de la chance, parce qu'il faut avoir de la chance quand on réussit. Et la chance, ça a été de rencontrer des banquiers visionnaires qui se sont dit, mais là, il y a un truc à creuser. Il faut qu'on aille chercher. Et c'est ce qui s'est passé avec l'ASG, d'ailleurs, qui a investi chez nous il y a maintenant 4 ou 5 ans, et qui a ouvert déjà 8 banques avec nous, et qui a compris dans notre, on va dire, démonstration, dans notre technologie, dans notre discours, que ce qu'on leur apportait, c'était la vision du futur. C'était ce que va devenir la banque. Et c'est ça qu'on fait. C'est notre rôle. Alors. Mais comment ça, ils ont ouvert 8 banques avec vous? Ben, il y a 8 banques qui tournent aujourd'hui en Afrique avec notre plateforme c'est ça. Core Banking. Ils n'ont aucun système informatique. 100% de l'informatique, c'est nous. En fait, ils font ce que vous appelez le saut de grenouille dans la technologie. C'est-à-dire, voilà, c'est ça. Ils sont en fait en avance sur nous aujourd'hui. Je dis toujours que la Silicon Valley de la banque, elle n'est pas Californie, elle est en Afrique. Ouais, c'est ça. Parce que là, on fait des choses incroyables. C'est toujours des échelles difficiles. Il y a des contraintes incroyables. Mais on avance. Mais il y a des contraintes d'infrastructure de dingue, j'imagine. Non, pas d'infrastructure. Des contraintes culturelles, des contraintes d'éducation, de compréhension. C'est des populations qui vivent depuis le début de l'histoire avec du cash. Donc, passer à un monde bancarisé, c'est compliqué. C'est là les contraintes. L'infrastructure, elle existe. L'infrastructure, c'est les opérateurs télécoms qui l'ont fait, et c'est une réussite inouïe. Bon, mais alors, donc, Société Générale, ils ont investi, effectivement, donc ils sont actionnaires de TACPay. Absolument. Et comment ça se passe? C'est-à-dire, est-ce que tu peux enlever des petits bouts du core banking system pour commencer à insuffler tes trucs à toi? Enfin, tu vois, comment est-ce que... L'analogie que je fais, c'est que on est devant un magnifique carrosse, genre carrosse de la reine d'Angleterre, et puis on a une Tesla. On n'est pas en train de penser que je vais mettre une batterie sur la carrosse. On parle d'un autre monde. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc on parle d'un autre monde. Donc nous, notre façon de faire, c'est de dire à la banque, écoutez, créez des micro-banques, on les appelle les néobanques, mais créez des micro-banques, des banques de niche, des banques qui sont là pour servir les gens que vous servez mal avec votre ancien système, et il y en a de plus en plus. On y reviendra. Et donc, en utilisant les dernières technologies pour servir ces nouvelles populations, ou ces populations mal servies, eh ben vous allez apprendre, vous allez vous acclimater, vous allez devenir digital, et vous allez grossir. Alors, c'est quoi? On y reviendra sur quoi? Revenons tout de suite. Sur la segmentation du marché. Je veux dire, on est face à un moment incroyable. C'est que nous, toi, moi, tu te rappelles plus comment tu vivais avant 2007. Avant 2007, tu te rappelles plus comment tu faisais tes photos. Invention de l'iPhone, pour ceux qui n'auraient pas percuté. Voilà, évidemment. Donc, on a complètement transformé nos vies. On est nous-mêmes dans des vies temps réel. Et la banque, elle est restée comme en 1970. Elle a les mêmes process. Donc, ce gap-là fait que nous, on est de plus en plus mécontents de nos banques. Pas de façon agressive, mais voilà, on est déçus. Alors, et donc, il y a une segmentation. Je vais te dire ce que m'a dit un jour un jeune entrepreneur. Il l'a un peu regretté depuis parce que je recite sans arrêt la phrase. Fondateur de Luco. Okay. Lui, son modèle, c'est il a des gros réassureurs pour gérer le pognon finalement. Ouais. Puis lui, son métier, c'est la relation client. D'accord. Est-ce qu'il va pas arriver la même chose aux banques? Alors finalement, tu te retrouves avec sans doute, il peut même y avoir une très grosse concentration, avec beaucoup de sécurité, beaucoup de compliance pour gérer des sommes considérables. Et puis la relation client, en fait, c'est un autre métier. Oui, alors, bon, c'est une hypothèse. Moi, je n'y crois pas beaucoup parce que je pense que la banque a un rôle social, un rôle dans l'économie qui est excessivement important. Oui, mais c'est la relation client, ça. Oui, d'accord. Mais je veux dire, l'organisme de la banque doit être de collecter l'épargne locale. Donc, il y a une question de confiance, il y a une question d'image. Et la banque, elle tient encore toutes les rênes si elle se bouge. Mais bien sûr, si elle se bouge. Non, mais alors le risque, c'est ça. Le risque, il est considérable pour les banques. Si on parle de risque, il est considérable. Non pas parce que d'un seul coup, les gens n'aimeront plus leur banque et partiront. C'est parce qu'il y aura des nouvelles offres. Typiquement, la relation client. Que ce soit les néobanques, mais ça va être les GAFA, ça va être les opérateurs télécoms, on le voit arriver avec Orange, qui vont d'un seul coup se dire, mais moi, j'ai des clients, j'ai de l'argent, j'ai une culture d'innovation, ben j'y vais. TACPay, vous êtes combien? On est 50.
Ouais, vous êtes 50. Mais vous avez démarré à 20 ou à 10 à 10. Voilà. Oui, non, mais c'est en fou. vous disant, on s'attaque quand même à ce qui est un des Himalayas de l'économie. Oui, mais Moi, c'est ça que je trouve absolument Oui, mais merveilleux. c'est ça l'utopie. Je ne m'en lâche- Non, mais il n'y a lâche pas de disruption sans utopie. Il faut avoir des visions utopiques. Et on en a une, très clairement. On a eu du mal. On a eu du mal. On était trop tôt. On est arrivé trop tôt sur le marché. L'intérêt était là, mais il n'y avait pas de demande. Personne ne voulait changer. C'était il y a combien de temps les Il y a débuts 15 ans. Il y a 15 ans. Ouais. C'était horrible. Il y a 15 ans. Non, mais il y a 15 ans. Et voilà, on est parti avec mon associé Hervé Manseron. On a démarré avec cette vision. Et cette vision, tout doucement, le marché s'y est fait. Alors, En plus, il y a 15 ans, c'était les banques arrogantes. Oui, c'était les banques. forcément. Il faut s'en souvenir. C'est là où le précédent patron de la Générale disait au chef d'entreprise, mais pourquoi je m'occuperai de vous? Je gagne tellement d'argent sur les Bien marchés. sûr, Voilà. bien sûr. Non, mais c'est tout. Donc c'était là, un monde. leur monde Mais nous, on explosait. voyait le monde basculer. L'Afrique nous a beaucoup appris avec ce qu'on appelle la mobile money, les opérateurs télécoms qui se mettent à gérer des transactions. Ce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui bouge. Voilà. Yves Éonet, le fondateur de TACPay, donc sur Sud Radio. Et les amis, on se retrouve demain.